Sud Radio Auto, essai croisé. Votre rendez-vous automobile hebdomadaire avec nos partenaires de Mobility TV chaque dimanche. Sud Radio Essai pour vous, un véhicule sur le marché du neuf avec nos trois spécialistes. Mélina Priam, je vous la représente, de l'Autojournal. Bonjour à vous Mélina. Bonjour. Cédric Fréour, chroniqueur auto au journal Les Échos. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Marie. Et Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale. Bonjour à vous Stanislas. Bonjour. Au programme aujourd'hui, une renaissance. Alors pas le parti politique ou le nouveau parti politique, mais plutôt la renaissance d'une marque avec un modèle. C'est la célèbre marque MG. On teste pour vous ce modèle MG5, Mélina. Alors, une renaissance, oui et non, parce que aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les MG des années 60. La renaissance d'un nom, alors, on va le dire la comme renaissance d'un nom. Plus rien à voir avec les petits roadsters sympathiques des années 60. Ça a été repris par un groupe chinois et qui mise tout sur, on va dire, les voitures électriques ou électrifiées. Et après plusieurs SUV, il lance ce que je trouve plutôt intéressant, un break. Et c'est le seul break électrique du marché. Le seul. Avec la Taycan Cross. L'un des deux seuls. Oui, mais enfin, la Taycan n'est pas vraiment un break. Enfin, là, on est vraiment sur un break compact type 308 SW, Mégane Esthète, 4,60 m, un break familial, électrique. Ça vous plaît ? Et ça vous plaît. Et c'est électrique, c'est le seul en tout cas. Je salue la démarche parce qu'on est dans une époque où on nous sert du SUV, J'ai rien contre les SUV. Mais vous préférez le break. J'aime bien un peu de diversité. Alors, ôtez-moi un doute, malgré tout. J'entends MG, marque ancestrale, marque magnifique, voiture de collection. Pour moi, MG, c'est la première chose que ça m'évoque. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le retour de MG, c'est du grand luxe ou pas forcément ? Surtout pas. Voilà. Surtout pas. Mais malgré tout, ils essaient de raccrocher les wagons. Puisqu'il est hors de question, en fait, tout à coup, de nier le passé. Et le passé, donc, que vous rappeliez, les petites midgets, les années 60, les MGA, les MGB, celles qui appartiennent au patrimoine mondial de l'humanité et qui consacrent l'automobile anglaise. Absolument. Donc, désormais, ce sont les Chinois, elles sont électriques, elles sont pas chères. Ouais. Et elles ont un bienfait immédiat, c'est que sur le marché de l'électrique, aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs premium. Or, avec les Chinois, eux se sont dit, nous, on a un marché local qui est capable d'absorber justement énormément de nos productions. On va pouvoir baisser les prix. Les batteries, en plus, on connaît ça très bien. Oui. On offre ça à l'Europe. On offre les terres rares, la batterie. Alors, vous les appellerez pour discuter de ces sujets à sérieux avec eux. Mais en tout cas, pour le consommateur et que nous sommes, on se retrouve avec des voitures bien construites. Et quand je dis bien construites, c'est vraiment bien construit. C'est pas des choses au rabais dans l'imaginaire collectif de dire c'est des trucs asiatiques. Non, au contraire, très bien faites, qui ont une belle autonomie et qui ne volent pas le client. Je joue toujours le rôle du flic gentil dans cette émission. C'est très bien. Ne vous inquiétez pas, le méchant arrive dans 2 secondes. Merci. Non, parce qu'il aime bien l'MG5. Et c'est vrai, tout à coup, on les attendait pas. Ouais. Ils arrivent avec un break. Donc c'est une divine surprise pour vous. Ah, c'est une jolie surprise. D'abord la confirmation d'OMG et ensuite l'arrivée de ce break auquel vous ne croyez pas. Vous ne croyez plus. En tout cas, peu l'attendaient, ou si on attendait un break, ce serait de la part de constructeurs bien établis. Là, ce sont les Chinois qui ont tout à coup pris le lead. Et d'autre part, d'ajouter qu'à l'intérieur, on disait tout à l'heure que c'est des objets bien construits, il y a des rappels qui rassure les clients européens. Quand je veux dire ça, notamment le volant, peut-être que Stanislas en parlera, mais il y a ce qu'on appelle les boutons, la boutonnerie qui rappelle certaines Volkswagen. Oui, c'est vrai. Des Golf d'il y a une dizaine d'années. Donc ils ont trouvé toutes les petites Madeleines de Proust pour vous aguicher. Ben voilà, donc quand on rentre dedans, on se dit mais c'est presque Volkswagen qui a construit cette voiture. Le méchant flic est-il fidèle? Les Chinois savent bien copier. Absolument. Oui. Le méchant flic est-il fidèle à sa réputation? Non, je ne veux pas être méchant. Je suis d'accord avec mes confrères et sœurs. C'est que, c'est remarquable de proposer un break électrique déjà. Et puis c'est une voiture très pragmatique. Vraiment, il y a pour toute l'Europe, il y a 2 niveaux de batterie, 2 niveaux d'équipement, 4 couleurs et il n'y a pas d'option. Voilà. Donc c'est très simple. Les voitures arrivent, pour la petite histoire, à Zeebrugge ou à Barcelone et après elles sont dispatchées dans toute l'Europe. L'offre est claire. Voilà, l'offre facilement est très claire. lisible. Et surtout, c'est pas cher parce qu'on n'a pas parlé du prix. Et je pense que l'argument massu de cette voiture, c'est son prix. Elle vaut, excusez-moi, je l'avais noté, 32 000 quelque chose 490 comme ça. €. Voilà, Absolument. exactement. Pour rappel quand même, une Zoé de base, alors tout ça c'est hors bonus, vaut 32 800 € et une Peugeot i208
vaut 33 950 €. Donc là, on a un break pour le prix d'une Zoé. Alors, on a un break ça. pour le prix d'une Zoé avec de nombreuses qualités, notamment comme la douceur de conduite, etc., qui est un peu commune à toutes les voitures électriques. On va se répéter toutes les semaines, mais c'est pas grave. Un jour, vous les aurez. Un jour, vous trouverez la faille. Un jour, vous inquiétez pas. Il y a un coffre convenable, pas très bien conçu, avec une marche donc qui impose à lever les bagages, par exemple, quand on les extrait du coffre. Il y a plutôt de la place à l'avant, pas trop à l'arrière non plus, on est un peu confiné. Des petits détails de finition, on en a parlé avec Cédric juste avant de passer à l'antenne, comme des boutons de réglage de siège électrique, on a l'impression qu'ils vont vous rester dans la main. Un écran qui est évidemment pas aux qualités, qui reprend pas la qualité par exemple d'une Volkswagen. Et puis des bruits d'air passés 110 km/h. Un amortissement pas très bien calibré. Alors moi je vais vous dire un truc un peu rigolo, c'est que c'est une voiture ancienne avec une technologie moderne. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire tout simplement que en comportement routier, je vais essayer de parler un peu français pour les gens qui nous écoutent, ça évoque un peu une voiture de conception ancienne, mais en revanche, elle est moderne par sa technologie puisqu'elle est électrique. Donc par exemple, elle est pas très bien amortie, ça va un peu se désunir si on commence à accélérer un peu. Mais elle est légère. Et ça, pour une voiture électrique qui pèse simplement 1562 kilos, eh bien, ça permet d'avoir une voiture relativement vive et puis du coup, avec une autonomie convenable. Moi, par exemple, ils annoncent 17,9 kW au 100 km. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait 17,8 kW. C'est la première fois que vous consommez moins. C'est la première fois que je consomme moins que le WLTP. Ça nous amène à quelle autonomie à peu près ? Ils annoncent 400, donc on dit toujours 300. 300. Allez, 300. En fait, ils annoncent, on arrive à faire avec la grosse batterie de 61 kWh l'autonomie promise avec la petite. Il y a toujours un petit mensonge quelque part. Il y a toujours quelque chose, mais en tout cas, c'est formidable. Non, mais cela dit, d'ajouter quand même que pour 35 000 €, on va même pas, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. Bref, donc pour une somme, pour 35 000 €, on l'a dit, la concurrence, elle fait pas mieux. Donc on n'est pas volé du tout, quoi. On n'est pas volé. En tout cas, on en a pour son argent et pour cette somme. Du coup, est-ce qu'on peut parler de réussite, la renaissance de MG ? Ah, moi, je peux en parler si vous voulez, parce que j'ai des chiffres de vente, si ça vous intéresse. Ouais. Ça vous intéresse Stanislas Laroumet. Vas-y. Alors, le premier marché d'MG en Europe, c'est la Chine. La France. C'est la France. Pourquoi la France ? Parce que déjà, on a un réseau de bornes électriques qui est relativement développé. Ils se sont implantés au départ dans les pays nordiques. Oui. Qui est historiquement fan de voitures électriques. Et donc, premier marché, la France, 4 950 ventes en 2021, 20 000 en Europe. Il se développe et il y a une compacte, attention scoop, il y a une compacte qui arrive à la fin de l'année qui s'appelle Hatchback, donc on sait que ça va être une compacte et qui va être un petit peu moins chère, donc on peut imaginer une fin voiture 2022, nouvelle voiture pour la confirmation. Qui va être au prix de encore moins cher qu'une Zoé, en dessous de 30 000 €. Donc c'est bien, on continue en tout cas à en avoir pour son argent. Cédric, en un mot. Pour compléter ce que dit Stanislas, quasiment 5 000 voitures l'année dernière, ils n'étaient pas présents, ils sont pas présents depuis longtemps, ils viennent juste d'arriver, c'est un exploit. Ils ont trouvé leur marché tout de suite. Et avec un nom qui était effectivement grandiloquent et historique, mais une gamme qui n'avait rien à voir avec les MG et MGB. Donc c'est impressionnant. Bon, bienvenue au dernier né en tout cas de la marque MG, la MG5. Merci à tous les trois d'être intervenus dans Sud Radio Auto. Et c'est croisé Mélina Priam qu'on pourra lire dans l'Auto-Journal, Stanislas Laroumet de Moi Voiture Idéale, et puis Cédric Fréhour qu'on pourra relire aussi dans le journal Les Échos. Je vous dis à dimanche prochain. À dimanche. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. C'est la suite de Sud Radio Auto avec ce matin Franck Le Gardeur, directeur général de Delmonicos, une entreprise spécialisée dans le développement de l'électromobilité en cette période de transition énergétique forcément. Bonjour Franck Le Gardeur. Bonjour Laurence Garcia, merci de m'accueillir sur votre chaîne. Avec grand plaisir, avec votre énergie qu'on entend dans votre voix. Déjà, dites-nous en quelques mots, c'est quoi le principe de Delmonicos ? Comment vous fonctionnez en fait ? Delmonicos, il a pour vocation de faciliter l'accès à la borne de recharge pour n'importe quel utilisateur de véhicules électriques qui voudra se présenter sur n'importe quelle borne de recharge, tout simplement. Pour les auditeurs qui nous écoutent, certains qui sont sensibilisés aux véhicules électriques ou qui envisagent d'y aller, ils seront de la complexité aujourd'hui et nous, ce qu'on veut, c'est simplifier. Ça, on va en parler de la notion de simplification, ce qu'il y a bien besoin. Je crois savoir que vous proposez une solution qui s'appelle Plug and Charge, c'est ça ? Plug and Charge. Ouais, Plug and Charge. Alors, merci. On
pause, mais en fait, plug and charge, c'est un standard qui existe aujourd'hui, qui s'appelle l'ISO 1518, relativement compliqué à mettre en œuvre, puisqu'il utilise une technologie qui est un petit peu plus complexe à mettre en place, alors que nous, on utilise tout simplement la blockchain qui facilite en fait la mise en place de cette technologie plug and charge, tout simplement. D'accord. Bon, j'imagine de votre part, forcément, il y a aussi un engagement dans cette transition énergétique. On parle beaucoup de villes durables, de smart city. L'électromobilité en est un chaînon. Absolument. Quand on sait que 33% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport, donc c'est un tiers, c'est important d'essayer de corriger de ce côté-là. Donc l'électromobilité a un atout important à jouer pour pouvoir justement réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, Franck Le Gardeur, vous parlez de simplification, facilité de la recharge, l'accès à la recharge. C'est un vrai chantier, ça, quand même, en ce moment. Écoutez, le gouvernement a mis en place ce plan 100 000 points de charge pour 100 millions d'euros d'investissement. Donc, c'est une première belle chose qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place. Mais à côté de ça, même si le véhicule électrique se vend, ce qu'il faut, c'est proposer en fait à l'utilisateur du véhicule électrique, au conducteur, de pouvoir accéder relativement facilement aux bornes de recharge, notamment quand on est en itinérance. Et aujourd'hui, ça reste relativement compliqué encore. Mais ça concerne spécifiquement la France. On est en retard, nous, ou c'est européen? Non, écoutez, c'est sur le plan global, c'est pas seulement la France. Là, alors, vous avez des pays en Europe qui ont un petit peu d'avance. On peut parler des pays d'Europe du Nord qui ont pour certains 9 à 10 ans d'avance puisqu'ils ont déjà un réseau complètement développé et déployé. Aussi, il faut garder à l'esprit que les pays sont beaucoup plus petits. Donc, même si jamais on a une volonté en France de vouloir mettre des bornes un peu partout, c'est pas si simple que ça de pouvoir amener l'énergie. Donc, ça met un petit peu plus de temps. Mais je pense que le cap est tracé. Le gouvernement en place veut continuer sur ce chantier et donc ça va dans le bon sens. D'accord. Parce que forcément, pas mal d'auditeurs peut-être nous écoutent et envisagent pourquoi pas de passer à l'électrique, mais beaucoup s'interrogent toujours en se disant oui, mais voilà, sur du long trajet, comment ça fonctionne? Il manque des bornes pour partir très très loin. J'imagine pourquoi pas en vacances cet été. Il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet. Oui, c'est un sujet récurrent qui revient régulièrement. Bon, il faut savoir, c'est que en règle générale, les Français parcourent entre 30 et 40 km chaque jour. Donc ça, pour le quotidien, c'est pas un problème, j'ai envie de dire. Maintenant, effectivement, on arrive à la période estivale. Donc, certains voient deux choses. La première, c'est le coût de l'essence qui ne cesse d'augmenter ou du diesel. Et puis, il y a toutes ces promotions qui sont mises en place. Il y a toutes ces actions qui sont mises en place par le gouvernement également. Pour favoriser l'acte d'achat du véhicule. Donc, une fois qu'on a basculé et qu'on s'est décidé à acheter, c'est est-ce que je vais pouvoir réellement me déplacer à travers toute la France? La réponse, elle est à mes yeux aujourd'hui, puisque moi j'utilise un véhicule électrique depuis 7 ans, elle est oui. On peut. Maintenant, ça demande un changement de paradigme, ça demande aussi beaucoup d'anticipation sur la façon dont on roule en véhicule électrique par rapport au véhicule thermique. Tout ça, on peut en parler si vous le souhaitez. Si, l'anticipation. Alors, vous faites comment? Alors, justement, vous dites, tiens, voilà, je pars là dans le sud, je parle du côté d'Avignon, par exemple. Il faut organiser son voyage selon des cartes. Expliquez-nous concrètement, vous faites comment, vous, alors? Alors, moi, j'ai la chance de rouler dans un véhicule de marque américaine et j'ai choisi alors, je ne devrais pas le dire, mais en même temps, j'ai choisi cette marque parce que moi, je traverse la France. Et aujourd'hui, je ne voulais pas être embêté pour pouvoir avoir accès à ces bornes de recharge qui me facilitent l'accès et pour justement vivre une expérience qui ne soit pas, contraignante et anxiogène. Donc ça, c'est une marque américaine qui a décidé d'implanter son réseau de bornes où là, on a réellement un accès facile et le parcours client est génial. J'arrive devant la borne, je connecte la borne de recharge à mon véhicule et la recharge se fait automatiquement. Et je ne vois même pas de complexité pour pouvoir régler ma transaction. Ça, c'est le cas, si on veut dire, c'est l'Apple de la borne de recharge. De l'autre côté, vous avez un petit peu plus de complexité puisque des opérateurs de réseaux de bornes et des fournisseurs de services de mobilité, il y en a énormément en Europe et en France. Et en fonction du type de borne qui va être opéré par tel ou tel opérateur et de la carte de l'abonnement dont vous disposez pour pouvoir vous recharger, vous aurez ou pas accès à la borne. Et si vous y avez accès, c'est génial. Par contre, on prendra peut-être une douloureuse
quand je dis une douloureuse, c'est que la facture risque parfois d'être élevée parce que les accords d'itinérance ne sont pas toujours bien négociés. Donc, ça se complexifie. Donc, comment est-ce qu'on prépare son voyage ? En règle générale, un utilisateur de véhicule électrique, il dispose d'une carte. Il a une carte qu'il a souscrite auprès d'un fournisseur de services de mobilité. Et bien là, il va essayer de regarder sur son parcours où est-ce qu'il va pouvoir trouver toutes les bornes qui correspondent à son opérateur. Puisque même s'il y a des accords d'itinérance, c'est ce que je vous disais juste avant, il se peut que parfois il ne soit pas en mesure de se recharger puisqu'il n'y aura pas cet accord, ou au contraire, même s'il y en a un, que le coût de la recharge soit relativement élevé. Donc, tout l'avantage qu'on a de rouler en véhicule électrique, parfois, peut s'effondrer. Voilà. Donc, il faut anticiper et bien planifier son déplacement. Ouais. Se-dire, on part par exemple là et on va faire 200 km, il y aura une borne. Ça prend du temps pour recharger. Donc, on se dit, on va se faire une petite pause 1 heure. Paraît bête, mais c'est des questions aussi pratiques qui comptent lorsqu'on a un long trajet comme ça en famille, par exemple, pour partir en vacances, quoi. C'est une excellente question. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que ce qu'il faut, c'est essayer de limiter le poids dans le véhicule. Donc, pourquoi ? Puisque la bête noire du véhicule électrique, c'est le poids. La batterie va devoir emmener une charge, et si on remet valise, si on remet sur le toit, enfin tout ce qu'on veut pour pouvoir transporter, donc ça permet déjà d'essayer de limiter un petit peu les affaires qu'on va mettre dans la voiture. Donc, ça, c'est on voyage léger. On voyage léger. On voyage léger et puis on se rend compte qu'on ne met pas toujours les mêmes affaires. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bien évidemment, on fait le plein avant de partir. C'est-à-dire que si on a la chance de disposer d'une borne chez soi, on va remplir sa batterie jusqu'à 100% avant son départ. Et encore une fois, on aura choisi des bornes de recharge rapide et pas de recharge lente. Donc, il y a 2 technologies qui existent sur le marché. La recharge rapide qui se trouve en règle générale aux abords des autoroutes ou sur les autoroutes. Et ça, c'est une vraie mission que l'État français a décidé de mettre en place, c'est faciliter l'accès à ces bornes, mais de bornes de recharge rapide pour justement qu'on ne passe pas 1 heure ou 2 heures. Puisque, si on rentre un petit peu dans le technique, c'est le véhicule qui va décider de la quantité d'énergie que vous allez pouvoir récupérer de la borne. Si on est sur une charge de borne rapide, ça encore une fois. Oui, j'ai bien compris. Dernière petite question, Franck Le Gardeur. Vous parliez forcément de la hausse de l'essence et du diesel. C'est vraiment plus rentable, l'électrique ? Écoutez, moi, c'est probablement le meilleur investissement que j'ai fait depuis des années. Donc, et je suis ravi d'avoir vu le coût de l'énergie. Alors, il tend à augmenter aujourd'hui, côté électrique également. Oui. Mais aujourd'hui, c'est bien plus rentable pour plusieurs raisons. Le premier, c'est il faut regarder dans sa globalité, ce qu'on appelle le total cost of ownership, sur toute la durée de vie du véhicule, qui va de l'achat du véhicule à l'entretien et à l'utilisation quotidienne. Donc, au coût d'achat, effectivement, on peut croire qu'au départ, un véhicule électrique est plus élevé, mais il y a quand même pas mal d'aides qui sont mises en place. On peut aller chercher jusqu'à 12 000 € de réduction sur un véhicule électrique. Ça, c'est la première chose. En termes de coûts d'entretien, les coûts d'entretien sont largement plus légers puisqu'on n'a plus cet entretien du moteur thermique, simplement de l'électrique. Qu'est-ce qu'on a ? On a des pneus à changer, on va avoir des plaquettes de frein qui sont moins sollicitées puisque le moteur, quand vous relevez le pied, va recharger et en même temps va freiner. Et puis, pour finir, les assurances sont aussi moins élevées puisqu'on se rend compte que quand on roule en électrique, on adopte une éco-conduite, donc il y a moins d'accidents. Donc, sur l'ensemble, c'est moins élevé. Et côté énergie, rapidement, le coût kilowattheure étant bien moins élevé, aujourd'hui, on est à 15-20 centimes à la maison. Eh bien, quand on fait 15 kWh de consommation pour 100 km, vous faites 15 x 2, ça fait 3 € pour faire 100 km. Et si vous regardez aujourd'hui 6 litres pour faire 100 km, à 2 € le litre, 6 x 2, 12, vous voyez, on est 4 fois moins cher en termes de consommation énergétique. Et bien voilà des infos très pratiques et très convaincantes pour ceux qui pourraient peut-être éventuellement douter ou qui se posent des questions. Merci beaucoup, Franck Le Gardeur. Je rappelle que vous êtes directeur général de Delmonicos. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, Laurence. Au revoir.